À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'USS Salmon n'avait pas encore 10 ans, mais c'était déjà presque un navire de seconde ligne. Elle n'avait été mise sur cale qu'en 1936 en tant que navire de tête de sa classe, laquelle, avec la classe Sargo qui a suivi, se dispute généralement la place de première véritable classe de sous-marins de flotte de la marine américaine. Elle n'était pas totalement exempte de défauts, étant équipée de moteurs extrêmement peu fiables qui équipaient la moitié de la classe et qui produisaient beaucoup de bruit même lorsqu'ils daignaient fonctionner. Elle était aussi un peu moins bien armée que les sous-marins de flotte suivants, avec 4 tubes à l'avant et 4 à l'arrière, au lieu de 6 à l'avant et 4 à l'arrière, comme sur un gâteau. Pourtant, malgré cela, elle avait été déployée aux Philippines et se trouvait dans cette zone lorsque le Japon attaqua Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Elle a donc connu la guerre dès le début, attaquant 2 destroyers japonais dans les semaines après l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Ces 3 premières patrouilles de guerre reflétaient la malchance des Alliés dans le Pacifique occidental. La première ayant commencé depuis les Philippines, la deuxième depuis les Indes néerlandaises et la troisième depuis l'Australie. Car son unité et son navire dépôt étaient forcés de se replier de plus en plus au sud à cause de l'avancée japonaise. Soumise au caractère capricieux des premières torpilles, Mark 14 comme tous les autres sous-marins, elle a néanmoins réussi à ouvrir son tableau de chasse avec une cible particulièrement notable. Le 3 mai 1942, elle réussit à toucher et couler le cuirassé Predreadnought Asahi, vétéran de la bataille de Tsushima, qui servait alors de navire de réparation et de dépôt. 2 torpilles efficaces et l'absence quasi totale de défense anti-torpille sur le Predreadnought ont suffi à sceller le destin du navire de surface. À la fin de 1942, Salmon avait survécu à 5 patrouilles de guerre et fut rappelé à Mare Island, en Californie, pour une révision complète comprenant de nouveaux moteurs plus fiables, un radar et quelques canons Oerlikon de 20 mm. À la milieu du printemps 1943, elle était de retour en action, désormais basée à Pearl Harbor, et pendant environ 1 an, elle mena encore d'autres patrouilles de guerre. Lorsqu'elle est revenue de sa 9e patrouille, elle avait été officiellement créditée de 4 navires coulés et de plusieurs autres endommagés, la plupart de ces derniers étant dus aux problèmes persistants avec la Mark 14. Mais à ce stade, un nombre considérable de sous-marins de flotte plus récents et plus performants étaient en service. Les classes Sargo et Tambor avaient succédé au Salmon avant que la classe de sous-marins américaine définitive de la Seconde Guerre mondiale, les Gato, ne commence à être produite en masse. Un grand nombre de successeurs des Gato, les Balao, entraient maintenant en service, et même les successeurs des Balao, les Tench, étaient déjà bien avancés en construction. Ainsi, bien qu'encore utile, Salmon fut temporairement détourné de ses missions régulières de première ligne pour effectuer des missions de reconnaissance photographique. Il observait une grande variété d'îles occupées par les Japonais, recueillant de nombreuses informations utiles pour les prochaines attaques amphibies et aériennes. À son retour, elle fut ensuite renvoyée à Mare Island pour une nouvelle révision. Lors de cette révision, elle reçut un tout nouveau kiosque en acier STS, de nouveaux périscopes, un blindage de base pour la passerelle, ainsi que de nouvelles écoutilles renforcées, entre autres améliorations. Cela a grandement amélioré ses capacités. Elle repartit donc en mer début septembre 1944 en compagnie de l'USS Silversides et en route vers Pearl Harbor, elle rejoignit l'USS Trigger. Les 3 sous-marins entamèrent des exercices d'entraînement conjoints en mer. Comme la marine américaine disposait désormais d'assez de sous-marins et avait suffisamment réduit la zone de contrôle japonaise sur le Pacifique, elle envisageait maintenant d'utiliser de petites meutes de loups au lieu de patrouilles de sous-marins isolés. Du moins là où il pensait trouver de nombreuses cibles. Il y a eu quelques problèmes mécaniques en cours de route, mais ceux-ci ont été rapidement résolus une fois que Salmon est arrivé à Pearl Harbor. Elle est ensuite partie pour sa 11e patrouille de guerre le 24 septembre 1944, accompagnée de Silverside et Trigger, formant, comme mentionné, une mini-meute de loups. Ils sont arrivés à Sepang et ont fait le plein de provisions auprès du ravitailleur de sous-marins Fulton, et dans la soirée du 4, Salmon et Silversides sont partis en mer. Trigger partirait séparément et les 2 premiers jours, la navigation s'est bien déroulée, mais ensuite, une forte houle de l'ouest les a frappés violemment. Les 2 sous-marins ont dû réduire leur vitesse entre 1 et 3 nœuds, juste pour économiser du carburant, tandis que l'équipage profitait des secousses des vagues. Finalement, environ 1 semaine après avoir quitté Saipan, ils ont atteint leur zone d'opération près des îles Ryukyu.
Mais pendant plusieurs jours, ils n'ont vu que de nombreux avions japonais et quelques rares appareils de la marine américaine. Cependant, les choses ont commencé à changer le 16. Quelques brouillages radars ont été détectés et au lever du soleil ce matin-là, un navire de patrouille a été repéré à seulement 2000 yards. Le navire de patrouille a dû soit repérer un périscope, soit détecter une émission radar, car il s'est rapidement éloigné du sous-marin et a commencé à accélérer. Salmon a commencé à plonger et c'était une bonne chose car un autre navire de patrouille est alors apparu encore plus près, fonçant directement sur le sous-marin. Il semblait que le premier navire de patrouille agissait potentiellement comme un leurre pour attirer leur attention. Salmon est descendu à 150 pieds sous la surface lorsqu'une explosion a retenti à la surface de la mer, mais l'équipage n'a jamais vu exactement de quoi il s'agissait. Le navire de patrouille ayant finalement abandonné, Salmon est remonté pour échanger renseignements et bobines de film avec Trigger. L'un des officiers du navire est alors tombé gravement malade et on leur a ordonné de se diriger vers le sud-ouest pour retrouver l'USS Barbel qui était sur le chemin du retour et de transférer l'officier sur ce sous-marin avant de reprendre leur patrouille. Vers la fin du mois, la bataille du golfe de Leyte battait son plein et Salmon, Silversides et Trigger ont reçu l'ordre de se déployer en ligne de patrouille pour intercepter d'éventuels survivants japonais en retraite. Trigger a brièvement signalé avoir repéré une paire de grands navires, mais c'est à peu près tout ce que la ligne de patrouille a obtenu pour ses efforts. Les navires japonais encore à flot après le désastre n'ont manifestement pas franchi cette ligne de patrouille en particulier. Et puis, le 30 octobre, vers 4 heures du matin, le radar du Salmon a repéré une cible très précieuse, un pétrolier ennemi désormais rare, accompagné de 4 escorteurs, se dirigeant approximativement vers l'est. Le pétrolier, bien conscient de son statut de cible de choix, zigzaguait de façon aléatoire et changeait également de vitesse. Le Salmon a tenté de se positionner pour lancer ses torpilles, mais les manœuvres imprévisibles du pétrolier l'ont empêché de s'approcher en plongée. Le Salmon a donc pris un risque et est monté en surface, utilisant son radar pour garder un œil sur la cible à travers diverses averses, car il s'agissait d'un effort pour obtenir une meilleure position de tir, puisque le sous-marin était plus de 2 fois plus rapide en surface que sous l'eau. Pendant qu'elle faisait cela, elle diffusait également des mises à jour régulières aux autres sous-marins, et cela porta ses fruits, car le Trigger arriva par un angle inattendu et réussit à placer une torpille dans le pétrolier, le laissant tourner en rond et ralentir. Le Salmon se retrouva aux premières loges pendant que les 4 escorteurs lançaient des charges sous-marines, mais le Trigger, après une attaque éclair, s'éloignait déjà du danger. Cependant, la poursuite avait duré toute la journée et la soirée approchait maintenant. Une pleine lune commença à se lever et il devint immédiatement évident que cela risquait bien de mettre en évidence le sous-marin pour les escorteurs. Le Salmon tira donc à longue distance avec ses 4 tubes avant en utilisant des torpilles électriques Mark 18, mais 3 des 4 décidèrent de se prendre pour des dauphins, ou plus précisément des marsouins, et commencèrent à bondir hors de l'eau. On ignore si c'est la Lune ou les torpilles bondissantes qui ont trahi le Salmon, mais 2 des 3 navires d'escorte du côté engagé du pétrolier se sont rapidement dirigés vers le sous-marin à toute vitesse. Le Salmon était en train d'essayer de manœuvrer pour tirer une seconde salve depuis les tubes arrière si nécessaire, mais malgré tout, quelques-unes des Mark 18 réussirent tout de même à atteindre la cible. Cependant, une fois les explosions dissipées, le pétrolier restait obstinément à flot. À ce moment, cependant, le Salmon avait d'autres préoccupations majeures. À 20h12, l'ordre fut donné de plonger, de garder la vitesse avant et de mettre toute la barre à gauche. Alors qu'ils atteignaient 310 pieds de profondeur, plusieurs petites explosions retentirent, suivies presque aussitôt de 4 explosions bien plus fortes lorsque des grenades sous-marines éclatèrent autour d'eux. Selon le rapport officiel, un total d'environ 30 grenades sous-marines furent larguées, chacun des 4 schémas distincts comprenant de 6 à 8 charges. Les premières et deuxièmes salves ont été ressenties presque simultanément et une ou plusieurs de ces charges explosèrent, près du bord au-dessus des salles des machines, causant l'effondrement et l'inondation des conduites d'admission d'air des moteurs et une possible déformation partielle ou totale de la coque sous pression entre les réservoirs au-dessus des salles des machines. Les 2 dernières salves suivirent rapidement, mais restèrent trop éloignées pour causer des effets sérieux, même si le sous-marin fut fortement secoué. Environ 30 charges de profondeur ont explosé à l'arrière, d'après ce qu'on a pu déterminer sur le Salmon.
Le commandant a rapporté que de fortes vibrations de flexion de l'ensemble du navire se produisaient lors des explosions proches, déclarant que le kiosque vibrait de haut en bas si violemment qu'il pensait que le navire allait littéralement se disloquer. Je me souviens avoir fléchi les genoux pour amortir le choc. Les dégâts subis par le navire étaient graves et étendus. L'équipement non fixé et de nombreux petits accessoires mal sécurisés ont été projetés lors des explosions rapprochées, constituant un risque majeur de projectiles pour le personnel dans certaines zones. Fin de citation du rapport officiel. Cependant, le pire effet s'est produit lorsque le sous-marin a soudainement commencé à descendre comme un ascenseur dont les câbles auraient été coupés. La perte de flottabilité provenait de l'effondrement et de l'inondation de la tuyauterie d'admission d'air du moteur principal externe. 3 puits d'accès latéraux du pont avaient été percés et de nombreuses petites fuites ont été signalées le long de la coque, surtout là où des équipements traversèrent la coque. Tout cela a ajouté de l'eau, et donc du poids, au sous-marin, ce qui lui donnait une forte flottabilité négative. Moins évident, sur le moment, était le réservoir de carburant numéro 7, qui avait été éventré, laissant des milliers de gallons de carburant s'échapper, et la légère flottabilité de l'huile étant remplacée par encore plus d'eau de mer. Et pour couronner le tout, la coque résistante avait été enfoncée vers l'intérieur à de nombreux endroits, notamment dans une section de la salle des machines arrière, juste à côté des commandes manuelles des barres de plongée arrière. Cette bosse a frappé et bloqué la commande manuelle des plans de plongée en position de plongée maximale. L'arbre de commande motorisé des plans de plongée arrière a également été brisé par les explosions, les laissant apparemment coincés de façon permanente en position de plongée maximale. Tout cela, ajouté bien sûr aux ondes de choc provoquées par toutes les charges sous-marines venant d'au-dessus et autour d'eux plutôt que d'en dessous, signifiait que le sous-marin descendait assez rapidement, la poupe en premier. Non seulement c'est généralement mauvais, mais la profondeur d'essai pour la classe Salmon n'était en réalité que de 250 pieds. Ils étaient déjà 60 pieds sous la limite quand le bombardement par charge sous-marine a commencé. La profondeur d'écrasement, selon la norme de la marine américaine, environ 2/3 de la profondeur d'écrasement, serait d'environ 375 pieds. Il n'avait donc qu'environ 65 pieds de marge de sécurité au début de la descente. Et au moment où quelqu'un a pu regarder un profondimètre, la poupe dépassait déjà ce point avec un enthousiasme considérable. L'équipage devait résoudre tous ces problèmes dans l'obscurité, car les disjoncteurs sautaient, certains à cause de court-circuit, d'autres à cause de surcharge lors de la réorientation de l'alimentation. Bientôt, les hommes devraient aussi réenclencher sans cesse divers disjoncteurs. Quand les lumières principales se sont éteintes, on a découvert que de nombreuses ampoules du système de secours avaient été cassées par les charges de profondeur. Et donc il n'y avait que quelques zones éparses du sous-marin qui étaient éclairées. Les différents systèmes d'air ont également commencé à fuir et le système hydraulique s'est complètement bloqué, obligeant un autre groupe de marins à essayer de passer les commandes de direction en mode manuel. L'eau continuait à monter à cause des fuites un peu partout, mais surtout à travers les vannes cassées du réservoir de carburant endommagé. Le verre brisé et divers autres débris obstruaient les pompes de cale et la chute ne faisait qu'accélérer. Des fuites dans le kiosque exposaient aussi l'équipe de commandement à une douche continue pendant qu'ils tentaient de reprendre le contrôle. Cela dit, l'équipage a réagi assez rapidement avec ce qu'il leur restait de fonctionnel. Remarquant que la proue était relevée, les moteurs ont reçu l'ordre d'avancer à vitesse d'urgence. Les plans de plongée avant ont été réglés à 20 degrés vers le haut et les ballastes auxiliaires ont été soufflés. Cela a stabilisé la situation, laissant le sous-marin avec la proue vers le haut à un angle prononcé, tandis que le profondimètre indiquait la poupe à environ 120 mètres sous la surface. Peu à peu, le Salmon a commencé à remonter. Il était encore en flottabilité négative, mais avec la force du système de propulsion qui peinait, cela suffisait tout juste à compenser. Les profondimètres montraient que le sous-marin remontait lentement jusqu'à atteindre environ 90 mètres de profondeur. Cependant, quand les plans de plongée avant ont été abaissés pour stabiliser le sous-marin et que la vitesse a été ramenée à l'allure normale, le fait que sa flottabilité négative s'accentuait encore est devenu immédiatement évident. En effet, sans la poussée ascendante considérable du système de propulsion, le sous-marin a recommencé à couler rapidement. On a alors ordonné de souffler le ballast de sécurité, de remonter les plans de plongée avant et de repasser à la vitesse d'urgence. Après avoir stabilisé le sous-marin et pris plus d'eau par les fuites, il tombait désormais vers l'avant en plus de descendre.
Le sous-marin plongea encore plus profondément, atteignant une profondeur quelque peu inquiétante de 500 pieds, soit plus de 100 pieds au-delà de la limite théorique du sous-marin, alors qu'il aurait dû imploser avant que le poids de l'inondation ne se fasse sentir. La poupe a réussi à faire en sorte que la proue soit suffisamment haute, une fois de plus, pour que les moteurs fournissent une force vers le haut ainsi qu'une force vers l'avant. Le sous-marin a de nouveau commencé à remonter lentement. Conscient qu'il s'était écoulé moins de 10 minutes depuis le premier grenadage en profondeur et que les escorteurs étaient sûrement encore dans la zone, le Salmon a été amené prudemment à 150 pieds avant qu'une nouvelle tentative de stabilisation ne soit effectuée. Cependant, cela a produit des résultats similaires à la dernière tentative, mais en pire, car l'eau entrant alourdissait davantage le sous-marin qui redescendait alors encore plus vite. Les mêmes contre-mesures ont été tentées, mais cette fois avant qu'ils ne stabilisent leur descente. Le manomètre de profondeur de la salle de contrôle indiquait 578 pieds, soit environ 200 pieds en dessous de la profondeur théorique d'écrasement. Et la coque gémissait sous l'effort de ne pas passer d'une forme à peu près cylindrique à un rectangle plutôt aplati. C'était le manomètre de profondeur de la salle de contrôle. Qui savait à quelle profondeur était la poupe? Alors que le sous-marin flottait dans le vide de l'océan, on s'est rendu compte qu'il ne leur restait vraiment que quelques minutes à moins de prendre des mesures assez radicales. Les batteries étaient maintenant presque entièrement épuisées à cause de la consommation constante d'énergie à vitesse d'urgence, le sous-marin devenait de plus en plus lourd chaque seconde et l'eau atteignait de toute façon le niveau des carters des moteurs. Et puis quelqu'un a fait remarquer utilement que même avec le peu d'énergie restante dans les batteries, l'indicateur de profondeur montrait toujours une augmentation progressive de la profondeur. Il était évident que tenter de rester sous la surface n'était tout simplement pas viable. Salmon ne survivrait pas à une autre plongée, alors ils ont décidé qu'il valait mieux tenter leur chance avec un combat au canon en surface. Il a donc été ordonné de souffler les derniers réservoirs, et l'équipage s'est préparé à un combat en surface tandis que le sous-marin remontait des profondeurs. À ce moment-là, il s'est avéré que le blocage des plans de plongée arrière en position de plongée maximale aidait réellement, aussi étrange que cela paraisse. Sur un sous-marin avec plan de plongée avant et arrière, pour plonger vite, il faut l'incliner vers le bas afin que les hélices aident, contrairement à ce que Salmon faisait pour se maintenir plus haut. Les plans de plongée arrière étaient orientés vers le haut pour relever la poupe et permettre à la proue de plonger. Bien sûr, en plongeant vraiment, les plans de plongée avant inclineraient aussi la proue vers le bas. Ce que cela signifiait pour Salmon à ce moment-là, c'était que la poupe du Salmon était devenue si lourde qu'elle entraînait le reste du sous-marin vers le bas avec elle, tant qu'elle avait de l'élan vers l'avant. Les plans de plongée arrière essayaient en fait constamment de faire remonter la poupe, donnant juste un peu de portance. Ce qui aurait peut-être suffi à la maintenir assez haut pour éviter ces quelques derniers mètres, cela aurait sûrement conduit à une implosion. Cela dit, l'arrière de la coque résistante était tellement déformé qu'on pourrait croire que Salmon s'était retrouvé face à une bande de brutes armées de nombreux gros marteaux. La pression était devenue si proche de percer la coque que des indentations permanentes étaient apparues de chaque côté de presque chaque cadre, donnant à une coque résistante qui aurait dû être bien cylindrique une forme plutôt ondulée. À 20h30, seulement 17 minutes après la première plongée, Salmon refit surface, non pas comme un bouchon, mais plutôt comme un adolescent récalcitrant qu'on traîne hors du lit. Dire qu'elle flottait relevait quelque peu de l'exagération. Le sous-marin gîtait d'environ 15 degrés sur tribord. Comme un ivrogne, les ponts étaient pratiquement submergés au lieu d'être bien au-dessus de l'eau, et il ne restait précisément qu'une petite charge dans une batterie de bouteilles d'air. Tout le reste avait été utilisé ou s'était échappé. Tous les compresseurs d'air étaient inondés et hors service, impossible donc de recharger ces bouteilles d'air rapidement. Il y avait aussi un système d'air basse pression pour compléter le système d'air haute pression hors service, et même s'il ne pouvait pas recharger toutes les bouteilles d'air rapidement, il pouvait au moins, en théorie, servir à redresser la gîte. Autrement dit, si la pompe basse pression et son système électrique n'étaient pas aussi hors service à cause de l'eau. Alors que l'équipage envisageait de devoir se battre sur un sous-marin chancelant, à peine à flot, ils se sont également rendus compte que tant qu'ils n'étaient pas réellement sortis pour vérifier, ils n'avaient aucune idée si les écoutilles s'ouvriraient ou si elles avaient été tordues et déformées vers l'intérieur, si les diesels démarreraient ou même si les canons de pont étaient encore là, sans parler de leur état de fonctionnement.
Heureusement pour Salmon, elle avait fait surface à environ 7 milliards du navire d'escorte japonais le plus proche, du côté opposé à la Lune, et donc dans la zone la plus sombre. La nappe de pétrole issue de la rupture du réservoir numéro 7 attirait l'attention de l'escorte, qui continuait à larguer des charges de profondeur heureusement éloignées de la position réelle du sous-marin. Cela a permis de faire gagner un temps précieux aux équipes de lutte contre les avaries. Peu après, un moteur principal démarra, puis 20 minutes plus tard, un autre fut amené à son régime après l'ouverture forcée de plusieurs soupapes d'échappement. 10 minutes plus tard, le système d'air basse pression fut purgé de son eau, séché, puis mis en service. Cela redressa l'inclinaison et augmenta la flottabilité du sous-marin. Quelques-uns des réservoirs d'air comprimé, ceux qui ne fuyaient pas immédiatement comme des passoires, commencèrent le processus de repressurisation, ou du moins autant que le système basse pression le permettait. À ce moment-là, l'un des navires d'escorte semble avoir remarqué Salmon, ou du moins avoir remarqué quelque chose d'anormal dans l'obscurité, et a ouvert le feu à environ 5000 yards avec ses canons de pont, mais n'a autrement fait aucun effort particulier pour se rapprocher. Salmon choisit de ne pas attirer davantage l'attention sur elle, et à 21h15, soit 15 minutes plus tard, un troisième moteur diesel fut remis en marche. Malheureusement, lorsqu'ils ont essayé de faire démarrer le quatrième moteur, qui était en fait le moteur numéro 1, il s'est avéré que ce moteur était complètement noyé et qu'un de ses arbres de transmission s'est cassé en conséquence. Bien que cela ne leur laissait qu'une vitesse maximale de 16 nœuds au lieu des 21 habituels, c'était suffisant. Grâce à l'usage judicieux de marteaux, les plans de plongée arrière bloqués ont été débloqués. La direction assistée et les pompes de cale ont aussi été rétablies après que des gants épais aient permis de dégager les débris obstruant leur prise. Toutes les antennes radio ayant été détruites, une antenne de secours a été installée et branchée. Et à 21h30, elle a pu transmettre par radio sa situation et sa position, tout en esquivant les tirs d'un des navires d'escorte qui avait recommencé à tirer à longue distance, alors que Salmon faisait de grands cercles pour essayer de maintenir la distance. Une demi-douzaine de sous-marins américains à proximité ont commencé à envoyer des messages radio en clair au Salmon, apparemment pour démoraliser les Japonais. Bien que les navires japonais ne se soient pas enfuis, les 3 autres navires d'escorte ont continué à patrouiller et à sonder comme s'ils cherchaient d'autres sous-marins qui pourraient s'approcher d'eux, ce qui a laissé seulement un navire pour continuer à harceler le Salmon. À minuit, les 3 autres navires d'escorte avaient formé une ligne de patrouille sans vraiment aider le quatrième. Le Salmon échangeait parfois des tirs avec l'escorte la plus agressive. Mais avec tout, y compris les viseurs des canons qui étaient cassés, il se contentait de lancer des obus dans l'obscurité en croisant les doigts. Le chargeur cherchait les gerbes d'obus et communiquait manuellement les résultats aux servants de canon. Cependant, la première escorte en eut assez de cette poursuite et décida d'essayer de se rapprocher directement pour améliorer la précision de ses tirs. Alors que la distance se réduisait à 2 milliards, Salmon se tourna vers l'escorte et contrechargea, ouvrant le feu avec toutes ses armes disponibles, y compris les canons anti-aériens. Cela semble avoir eu un effet marqué, car le navire d'escorte, après avoir été gravement touché, s'est éloigné sans tenter de réengager ou même de continuer à tirer. Salmon se réfugia sous une averse, tandis que les 3 autres escorteurs fonçaient pour venger leurs compatriotes. Quelques tirs isolés des canons de Salmon les convainquirent de rester à distance le temps qu'elles se mettent à l'abri de l'averse. Une fois sortis de la zone immédiate, Salmon mit le cap sur ses pannes et demanda de l'aide par radio. La nuit suivante, ses compagnons de meute Trigger et Silversides apparurent, accompagnés de l'USS Sterlit, qui avait profité de l'occasion pour achever le pétrolier sur sa route. Le trio de sous-marins intacts escorta Salmon jusqu'à Seppan, où elle fut réparée du mieux possible, puis elle fut envoyée à Pearl Harbor. À Pearl Harbor, on examina le sous-marin endommagé et annonça son envoi à Hunters Point, San Francisco. Ils ont évalué les dégâts et décidé qu'elle irait au chantier naval de Portsmouth, New Hampshire, après des réparations minimales pour survivre au voyage dans les Caraïbes et l'Atlantique. Il a été jugé qu'elle était trop endommagée pour servir en première ligne et serait donc convertie en sous-marin d'entraînement et d'expérimentation. Elle est finalement arrivée dans le New Hampshire à la fin du mois de février 1945, mais après plus de 6 mois de travaux sur place, il restait encore beaucoup à faire. La guerre finie, de nombreux sous-marins opérationnels étaient disponibles pour l'entraînement et les essais sans lourdes réparations. Il a été décidé que poursuivre les travaux sur Salmon n'en valait tout simplement pas la peine.
Elle avait réussi à ramener son équipage à bon port, mais il n'y avait plus aucune utilité pour elle dans la marine, et elle a donc été désarmée en avril 1946, seulement 11 jours avant le 10e anniversaire de sa mise sur cale, puis elle a été envoyée à la casse. Salmon a terminé sa carrière officiellement créditée du naufrage de 7 navires pour un total de 30 et 1 800 tonnes et d'en avoir endommagé 11 autres pour un total de 56 400 tonnes, et la réception d'une citation présidentielle d'unité pour cette action, et surtout d'avoir ramené son équipage sain et sauf après une véritable montagne russe éprouvante. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de navires à analyser, dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de commenter la publication épinglée pour les questions du dry dock.